Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En Mode Naturo. Je suis Maud Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Pour cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie d'Anthony Fardet. Bonjour Anthony. Bonjour Maud, Bonjour Anthony, merci d'avoir accepté mon invitation. avec grand An- plaisir. Merci à vous. Anthony est docteur et chercheur en nutrition humaine, également auteur d'ouvrages qui alertent de l'urgence de renouer avec une alimentation vraie. C'est une demande qui revient régulièrement en consultation et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité inviter Anthony. Anthony, je propose que vous vous présentiez et que vous nous parlez justement de cette fameuse alimentation vraie, s'il vous plaît. Oui, donc je m'appelle Anthony Fardet. Effectivement, je suis de formation ingénieur agroalimentaire de l'AgroParisTech. J'ai fait ensuite un doctorat en nutrition humaine spécialisé à l'Université d'Aix-Marseille. Aujourd'hui, je fais de la recherche depuis 24 ans, exactement. J'ai toujours travaillé à l'interface alimentation-santé, notamment sur le lien entre la transformation des aliments, l'effet matrice, on y reviendra. Je vulgariserai ce que c'est que l'effet matrice, mais c'est le concept clé du manger vrai, et le potentiel santé de l'aliment. Et aujourd'hui, je le fais dans le cadre de systèmes alimentaires durables, avec un focus sur l'ultra-transformation, qui justement est l'inverse du manger vrai. Et depuis 10 ans aussi, je travaille sur le scoring des aliments pour essayer de trouver quel pourrait être le meilleur score alimentaire pour choisir bien ses aliments en accord avec la santé. Donc, ce qui me fait que je collabore avec la startup SIGA depuis maintenant 5 ans, qui a développé une application dans smartphone pour manger vrai, pour détecter les Oui. aliments ultra transformés, et qui est basée en partie notamment sur mes travaux. Et la règle des 3 V qu'on a élaborée dans notre laboratoire, qui est justement vrai, végétal, varié, on aura l'occasion d'y revenir. La dimension vraie étant la plus importante. Voilà pour ma présentation brièvement. Entendu. Et justement, qu'est-ce qu'une alimentation vraie, donc à contrario de l'ultra transformée? En fait, pour bien comprendre ce que c'est qu'une alimentation vraie, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un aliment sain. Euh, Pendant de très nombreuses années, notamment ces 60 dernières années, depuis qu'on étudie le lien entre la nutrition et la santé, on s'est focalisé sur une approche par nutriments, c'est-à-dire on a essayé d'expliquer la relation alimentation-santé par les nutriments, qui est une approche réductionniste et erronée, nutricentrée, puisque les maladies chroniques, si vous voulez, ne sont pas liées principalement aux nutriments. Donc, en fait, un aliment sain n'est pas un aliment équilibré nutritionnellement, puisque ça ne veut rien dire. Aucun aliment n'est équilibré. Tous les aliments sont par définition déséquilibrés. C'est pour ça qu'on dit de manger varié. Donc, si vous voulez, l'équilibre nutritionnel n'a de sens qu'au niveau d'un repas, d'un régime alimentaire. En général, on est d'accord pour dire sur une semaine que se fait l'équilibre en nutriments. Donc, mais on achète des aliments un par un. On n'achète pas des régimes, donc on choisit des aliments. Donc ça, c'est important. Donc, pour choisir son aliment, il faut le choisir sur une bonne définition de son potentiel santé. Et donc, un aliment sain, tout simplement, c'est un aliment le moins transformé possible, pour être évidemment comestible, ça c'est évident, pour être bon, parce qu'en fait, si l'aliment a toutes les vertus santé mais qu'il n'est pas bon, on risque de ne pas l'acheter. Donc, le plaisir est quand même la porte d'entrée principale vers notre alimentation, et c'est bien normal. Et enfin, pour être sûr, sur un plan sanitaire, évidemment, qui ne crée pas de maladies liées à des micro-organismes, notamment. Donc, une fois qu'on a défini ça, les choses sont plus claires. C'est-à-dire qu'en fait, un aliment sain, c'est un aliment qui a une bonne qualité matricielle. Alors, pour expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'une matrice alimentaire, qui est le concept clé de l'alimentation préventive et durable, pour les années à venir, si vous voulez, la matrice, c'est juste quand tous les nutriments interagissent dans votre aliment, ils forment une matrice, tout simplement, une structure tridimensionnelle. C'est l'architecture de votre aliment. Sa structure physique, si vous prenez un fruit à coque, une amande entière, elle a une structure solide, ovale, etc. Elle a des couleurs aussi. Et si vous la broyez en poudre, elle a une structure poudreuse. Un fromage a une structure, une matrice solide, un yaourt, une matrice, on va dire, plutôt visqueuse, et le lait, une matrice liquide. Voilà, c'est ça la matrice. D'accord. Et l'effet matrice, c'est de dire que deux aliments
qui ont strictement la même composition, mais qui n'ont pas justement la même matrice, eh bien, n'auront pas le même effet métabolique, physiologique et santé à long terme. Une amande entière et finement broyée sont exactement de même composition, strictement, mais n'ont pas les mêmes effets métaboliques, physiologiques et évidemment santé à long terme. Donc, si vous voulez, pourquoi cette matrice est liée au manger vrai? Parce qu'on sait que la matrice alimentaire, cette structure de l'aliment, en fait, c'est elle qui gouverne l'effet santé des nutriments. Vous voyez? Et donc, on se focalise sur les nutriments, mais on se trompe de cible. Il ne faut pas se focaliser sur les nutriments, mais sur les matrices. Donc, il n'y a pas de bons et de mauvais nutriments. Si vous entendez parler de bons et de mauvais nutriments, c'est faux. Scientifiquement, ça ne veut strictement rien dire. Tous les nutriments ont potentiellement une utilité. Par contre, il y a des bonnes et des mauvaises matrices alimentaires. Une mauvaise matrice alimentaire, c'est justement une matrice ultra transformée, c'est-à-dire excessivement dégradée et artificialisée par de nombreux artifices qu'on appelle les marqueurs ultra transformation, qui vont servir notamment à maquiller le produit, à exacerber goût, couleur, arôme et texture, avec des colorants, des texturants, des arômes artificiels, des modificateurs de goût pour cacher des goûts indésirables, rehausser la couleur, etc. Donc, si on est obligé d'utiliser ces artifices, c'est bien qu'on a beaucoup dégradé l'aliment. Sinon, on ne serait pas obligé de le faire et voire même d'enrichir en minéraux, fibres et vitamines. Donc, quand il y a tous ces indicateurs, c'est que la matrice alimentaire a été dégradée. Et quand cette matrice est dégradée ou artificialisée, elle va déréguler le devenir métabolique des nutriments et peut rendre les nutriments, cette fois-ci, non sains pour l'organisme. Par contre, une matrice de qualité régule le devenir métabolique des nutriments et les rend sains. Donc, en fait, il faut se focaliser sur la matrice. Par exemple, une matrice de qualité va donner plutôt des sucres lents, ce qui est bien meilleur pour notre organisme et justement éviter d'augmenter le risque d'insulinorésistance, de prédiabète et de diabète de type 2. Une matrice de qualité va entraîner de la mastication, de la satiété, une régulation de la prise alimentaire. Elle va entraîner une synergie d'action des composés, c'est-à-dire qu'un composé n'agit jamais seul, il est efficace et protecteur en synergie, c'est-à-dire en interaction avec les autres composés. Elle va entraîner une bonne régulation de la biodisponibilité des nutriments, c'est-à-dire les nutriments qui sont réellement accessibles pour exercer une fonction physiologique dans l'organisme. Elle va jouer un rôle sur le transit digestif, etc., etc. Et si vous avez des bonnes fibres peu transformées, elles vont être très favorables à votre microbiote parce que par leur complexité, il y a un effet matrice des fibres. Elles vont stimuler une grande biodiversité microbienne et ce qu'on appelle une bonne chaîne trophique. Voilà, c'est une chaîne trophique, c'est un ensemble de bactéries qui vont agir pour déconstruire les fibres et produire des acides gras volatiles qui vont jouer un rôle aussi métabolique et physiologique dans l'organisme. Le butyrate, par exemple. Pardon? Je dis le butyrate, par exemple. Oui, les trois plus connus, c'est butyrate, propionate et acétate. Après, il y a les isobutyrates, etc. Mais c'est les trois principaux. Donc, ils jouent tous un rôle. L'acide butyrique, notamment, est un carburant pour les cellules de la nucléose colique et peut jouer un rôle dans la prévention des cancers. Donc, si vous voulez, le manger vrai, c'est manger des aliments avec des matrices préservées parce que si vous avez des aliments dont les matrices sont de qualité, eh bien, vous allez avoir un apport optimum des nutriments. Mais il ne faut pas se tromper de cible. On se focalise sur les nutriments au lieu de se focaliser sur la matrice. Et je terminerai pour cette première question en disant qu'il faut rappeler à nos auditeurs à quoi servent les dents et la digestion. Des fois, il faut revenir à des choses très simples. En consultation, c'est toujours la base. Avant de voir l'alimentation, c'est déjà est-ce que vous mastiquez bien? Parce qu'on peut mettre vraiment quelque chose de très, très bien dans l'assiette, mais en fait, si ce n'est pas mastiqué, enfin, il n'y aura aucun bénéfice en termes d'assimilation intestinale et digestive. Donc, je pense qu'on est d'accord avec ça. Exactement, c'est important. La mastication est fondamentale. Pourquoi on a des dents? Il faut rappeler des évidences desquelles on s'est éloigné avec cette pensée ultra-réductionniste qui tend à tout fractionner et qui nous coupe de la réalité et qui nous coupe même de la réalité des aliments. La digestion et les dents n'ont qu'une fonction, c'est justement de déconstruire les matrices alimentaires. C'est-à-dire qu'on a des enzymes, vous savez, les enzymes, c'est ce qui digère les aliments. C'est quoi le rôle des enzymes? Eh bien, c'est tout simplement de casser les liens entre les nutriments. Il faut les séparer de la matrice pour les rendre accessibles dans l'organisme. Donc, une fois qu'on a compris que les dents et la digestion servent à déconstruire les matrices, on a compris que l'effet matrice est fondamental. Parce que si cet effet matrice ne comptait pas,
eh bien, on serait né sans tube digestif et sans dents. Il suffirait de s'injecter les nutriments directement dans le sang. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en nutrition entérale et parentérale. Voilà, pour des gens qui n'ont absolument plus la capacité à digérer les aliments, pour des insuffisances pancréatiques sévères, des dénutritions, des inflammations du tube digestif. Donc, on voit bien qu'on met des matrices alimentaires complexes dans notre bouche. Et donc, il faut évidemment se focaliser sur l'aliment dans sa complexité. Et l'effet matrice, c'est ce que moi j'ai appelé l'approche holistique de l'aliment. C'est-à-dire que c'est, en fait, d'abord, ce qui confère le potentiel santé de l'aliment, ce ne sont pas d'abord les nutriments, mais ce sont les liens qui les unissent, les interactions. Vous voyez, c'est le lien, le mot-clé. Et donc, ne dit-on pas le lien, c'est la santé, le lien, c'est la vie, le lien, c'est la résilience. Et donc, on a oublié le rôle des liens entre les composés parce qu'on n'a jamais pensé que c'était ces liens qui jouaient un rôle. Et ces liens jouent dans la synergie, dans l'effet matrice. Et justement, dans l'ultra-transformation, qui est l'inverse du manger vrai, eh bien, comme les liens dans cette vision ultra-réductionniste par silo, très compartimentée, qui déconstruit tout, on n'a jamais pensé que les liens jouaient un rôle, et on retrouve ça d'ailleurs dans l'agriculture conventionnelle, dans la médecine, etc. Eh bien, on a déconstruit les aliments, on a séparé leurs composés, leurs briques alimentaires, qu'on a recombinés, qu'on a modifié par voie enzymatique et chimique pour faire des marqueurs d'ultra-transformation et qui va donner les aliments ultra-transformés qui sont quelque part, si je peux me permettre l'expression, entre guillemets, des aliments finalement un peu prédigérés qui vont évidemment déréguler l'acte alimentaire, déréguler la mastication, la satiété, l'index glycémique, la synergie, le transit digestif et leur devenir métabolique. Et on va créer ainsi le lit pour un cocktail idéal pour générer surpoids, obésité, diabète de type 2, foie gras humain et ensuite des maladies peut-être plus graves derrière. Donc le manger vrai, c'est manger d'abord des aliments avec des très bonnes qualités matricielles. C'est ça manger vrai. Et donc aucun artifice, aucun marqueur d'ultra-transformation parce qu'un aliment se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'être coloré, il n'a pas besoin qu'on modifie son goût, il n'a pas besoin qu'on mette des texturants. Parce que pourquoi on met des texturants? Comme on a coupé les liens dans l'ultra-transformation, il faut recréer du lien. Eh bien, on recrée du lien avec des liants, des émulsifiants, des texturants. Donc, vous voyez bien la logique. Et donc, c'est cette matrice qui est fondamentale pour protéger la santé en préventif, pour manger vrai. Et aussi, si on parle de durabilité, c'est aussi un concept clé pour développer des aliments et une alimentation durable. Et enfin, pour conclure sur votre question, je dirais que l'effet matrice et le manger vrai, c'est l'approche holistique de l'aliment. Et l'approche holistique de l'alimentation, c'est-à-dire le régime alimentaire, on l'a défini dans la règle des 3 V, vrai, végétal, varié. C'est-à-dire que ce sont les 3 règles qui gouvernent la relation alimentation-santé et qui participent aussi du manger vrai. La première est le vrai, puisqu'on achète d'abord des aliments et que la matrice gouverne le devenir métabolique des nutriments. Et ensuite, on applique végétal et varié à l'échelle, cette fois-ci, du régime. Parce que le végétal et le varié apportent la diversité de micronutriments d'origine animale et végétale sur une semaine. Voilà, donc c'est le manger vrai, c'est d'abord vrai. Ensuite, on végétalise et on varie. C'est aussi simple que cela. Donc, vous voyez que ça tient sur un timbre-poste pour bien manger pour soi et pour la planète, parce que des aliments qui sont moins déconstruits, qui ne sont pas ultra transformés, sont beaucoup plus durables que des aliments qui ont été dégradés, déconstruits, recombinés, raffinés, et ensuite qui sont associés à des systèmes alimentaires qui sont très peu durables en fait sur toute la planète. Oui, parce que votre approche, elle n'est pas juste centrée sur justement le produit fini. Vous intégrez toutes les conséquences écologiques sur la production des aliments dans vos travaux. Bien sûr. Donc, on s'est rendu compte que les Brésiliens en premier, qui ont développé le concept d'ultra transformé au début des années 2010, avaient déjà de manière, on va dire, intuitive et empirique observé que l'ultra transformation était associée à des systèmes alimentaires peu durables. On a publié en 2020 un article pour justement reconstituer les liens entre une consommation massive de ces aliments faux ultra transformés sur la planète et la durabilité des systèmes alimentaires. Et la question qu'on s'est posée, c'est d'où viennent ces marqueurs d'ultra transformation qui sont là pour, on va dire, artificialiser l'aliment. Ouais. Eh bien, ces marqueurs d'ultra transformation sont clairement associés
un environnement dégradé, peu durable, une agriculture très intensive, de la pollution plastique par pesticides, élevage intensif, souffrance animale, perte des petits producteurs parce que localement, leur produit est souvent plus cher qu'un ultra transformé qui a fait 5000 km. C'est très bien observé en Afrique subsaharienne ou en Amérique du Sud, par exemple. Et puis aussi, ces aliments donc, sont associés à une santé non durable. Ils empêchent l'espérance de vie en bonne santé d'augmenter. Et il y a une socio-économie non durable parce que finalement, ils remplacent les vrais aliments, les traditions culinaires auprès des plus jeunes. Donc, ils éloignent les plus jeunes d'une alimentation de qualité parce que leur vocation est d'imiter les vrais aliments. Par exemple, les céréales du petit déjeuner pour enfants imitent les vraies céréales comme des muesli, le pain de mie imite le vrai pain, les formules infantiles, le lait maternel, le soda remplace l'eau, etc., etc. Donc, les arômes de fruits remplacent les vrais fruits. Et puis enfin, les plus pauvres consomment le plus ces aliments dans nos sociétés occidentales et donc sont les plus à risque de maladies chroniques, principalement obésité et diabète, dont les prévalences sont plus élevées chez les plus défavorisés. Donc, on a vraiment tout un système à la fois environnemental, santé, socio-économique qui n'est absolument pas durable et même culturel derrière. Et donc, le manger vrai est vraiment le concept très important pour régénérer les systèmes alimentaires, préserver nos traditions, préserver les plus jeunes, préserver notre agriculture. Et donc, on voit bien que tout est lié. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour améliorer tout ça en même temps, on a une clé très simple qui est justement de manger vrai et d'essayer de tendre vers la règle des 3 V, c'est-à-dire manger des vrais aliments, végétalisés et variés, tout simplement. Avec tous les exemples que vous avez donnés, c'est sûr qu'on avait vraiment l'impression que vous nous faisiez vraiment le parallèle entre manger vrai et manger faux. Donc, je pense que ça va être une image un petit peu marquante parce que ça parlait bien avec des exemples vraiment concrets. Et justement, est-ce qu'on pourrait aborder les conséquences du manger faux, c'est-à-dire de l'ultra transformé? Vous avez évoqué un petit peu certaines pathologies, mais est-ce qu'on peut voilà, Oui, préciser par rapport aux maladies de bien sûr. civilisation qui ne sont Oui, pas alors inévitables? voilà, donc c'est important pour nos auditeurs de savoir qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont publiées sur l'ultratransformation. On a dépassé les 800 articles académiques qui utilisent le concept et en termes d'études de santé, on approche des 80 études, c'est-à-dire ce qu'on appelle des études épidémiologiques. Les gens doivent, je pense, connaître ce que c'est qu'une étude épidémiologique, c'est-à-dire qu'on étudie la prévalence des maladies dans les populations, soit à un instant donné, ou soit on suit les gens dans le temps et en fonction justement de leur consommation d'ultra transformés. Ces 80 études sont évidemment de qualité hétérogène, elles n'ont pas toutes la même robustesse, mais elles convergent néanmoins toutes dans le même sens, c'est-à-dire que si on compare les gros consommateurs et les petits, alors les gros et les petits, ça peut varier d'une étude à l'autre, hein, on n'a pas forcément les mêmes consommations comparées, mais en tout cas, c'est la comparaison qui est faite. On a des risques accrus, on a une vingtaine d'études qui montrent des risques accrus de surpoids, d'obésité, de diabète de type 2, de syndrome métabolique, de foie gras humain, notamment sur tous les sodas, qui, notamment aux États-Unis, qui sont riches en sirop de glucose-fructose. Hein. L'excès de fructose peut se transformer en triglycérides hépatiques et facilement mener à un foie gras humain. Dépression, on a des études qui montrent des risques accrus de dépression. Déclin de la fonction rénale, augmentation de la fragilité, du syndrome de fragilité chez les personnes âgées, maladies cardiovasculaires, les cancers totaux et du sein. Syndrome de l'intestin irritable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 études, mais à confirmer. Hein, c'est seulement des études, évidemment. Il faudra confirmer tout ça, mais la convergence est quand même forte et suffit pour appliquer le principe de précaution. Mais 2 études qui montrent aussi une altération de l'ADN, notamment une oxydation plus importante de l'ADN et un raccourcissement accéléré des télomères. Vous savez que les télomères, c'est une partie des gènes qui raccourcit avec la vieillesse. Mais là, le raccourcissement semblerait accéléré, donc à confirmer. Et puis, je pense que le plus grave de tout, c'est un risque accru, très élevé de mortalité précoce. Voilà. D'accord. Et donc, alors je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'avais sélectionné des études sur les maladies digestives, justement, et l'ultra-transformation. Et vous voulez qu'on en parle ou... Ah oui, oui, avec grand plaisir. De toute façon, s'il y a des choses que je pourrais mettre dans les commentaires aussi, si les personnes Ouais. souhaitent consulter les études. Mais si, si, avec grand plaisir. Ouais. Bah, voilà, pour redonner des infos aux gens. Donc,
d'abord, je vais commencer par l'ultra-transformation et la santé digestive. Oui, bah c'est 80% des demandes en consultation, donc je pense que ça, ça intéressera Oui, vraiment. ça va les intéresser. Alors, la première étude, c'est l'accord Nutri-Net française, Schnabel et collaborateurs en 2018. Donc, ils ont comparé les plus gros consommateurs, c'est-à-dire ceux qu'on consommait plus de 21% d'ultra-transformés en poids par rapport à ceux qui consommaient moins de 9% d'ultra-transformés en grammes en poids par jour. Et chez les plus gros consommateurs, on a un risque accru de syndrome de l'intestin irritable de plus de 25%, ce qui est quand même important. Et pour la dyspepsie fonctionnelle, on a aussi un risque accru de 25% supplémentaire et qui est significatif. Donc, on est dans de l'associatif, hein, évidemment. Pour la dyspepsie fonctionnelle, c'est donc une impression de mal digéré. Hein. Je pense que les gens connaissent des douleurs du creux de l'estomac, des Niveau de ballonnements. l'estomac, oui. Qui est d'ailleurs souvent beaucoup plus lié à une hypochloridrie qu'à une hyperchloridrie, malgré ce que les personnes pensent plutôt. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant, effectivement, de faire des liens, justement, parce que c'est pas juste venir, par exemple, en consultation, puis nous dire « je digère mal, il faut que je prenne un produit », mais c'est vraiment voilà, toute une rééducation. Ouais, donc voilà, pour le syndrome de l'intestin irritable, ça peut être intéressant de réduire drastiquement les aliments ultra-transformés. Une autre étude, Narula, en 2021, alors publiée dans les grands journaux, hein, je tiens à le préciser, c'est-à-dire avec relecture par les pairs, évidemment. Il conclut dans cette étude, une consommation plus élevée d'aliments ultra-transformés est associée avec un risque plus élevé de maladies inflammatoires de l'intestin, inflammatory bowel disease, et de plus 82%, en comparant des gens qui consomment plus de 5 portions, 5 ou plus de portions d'aliments ultra-transformés par jour, par rapport à ceux qui en consomment moins d'une portion. Donc là, on parle de Mickey, Crohn, RCH. Alors, il faudrait que j'aille voir l'article. Il parle de ce qu'ils appellent les maladies inflammatoires de l'intestin de manière globale. D'accord. Donc, vous voyez que le risque est élevé. Et quand on compare ceux qui en consomment de 1 à 4 portions par jour avec ceux qui n'en consomment quasiment pas, le risque est de plus 67%. Oui. Et ce qui est très intéressant dans la dernière étude de 2021, donc vous voyez, ces études récentes, ils ont montré dans cette étude que la consommation plus élevée de produits ultra-transformés, plus de 5 produits par jour, peut affecter le microbiote intestinal de manière différente selon les hommes et les hommes et les femmes. Et plutôt chez les hommes, l'effet plutôt chez les hommes, par exemple, ils ont observé que les hommes qui consommaient plus d'aliments ultra-transformés présentaient une abondance plus élevée de ce qu'ils appellent donc, un micro-organisme, la Granulis satella, qui a été associé avec l'obésité dans des études précédentes et du genre Blotia, qui a été associé avec l'accumulation de matières grasses. Donc, vous voyez, c'est des études intéressantes. Et enfin, pour terminer sur l'ultra-transformation, toujours une étude de 2020, donc il y a à peine 2 ans. Il conclut ainsi, l'environnement créé au niveau du tube digestif par les aliments ultra-transformés, qui est une des grandes caractéristiques du régime occidental, est considéré comme un facteur déclenchant d'une inflammation systémique de bas grade, low grade, et de changement oxydatif, donc pro-oxydant, et qui pourrait favoriser indirectement le développement de maladies neurodégénératives. Donc, il y a un lien qui voulait être fait entre justement cette consommation importante d'aliments ultra-transformés, une inflammation systémique bas grade et une augmentation du stress oxydant en lien avec les maladies neurodégénératives. Et pour les explications, on sait qu'il y a des constituants qu'on trouve en grande quantité, en grande fréquence dans les aliments ultra-transformés, notamment il y a eu des études sur les maltodextrines, la carboxyméthylcellulose et les émulsifiants, qui sont 3 marqueurs d'ultra-transformation. Et je terminerai là-dessus. Par exemple, les maltodextrines qui ont été étudiées chez les rongeurs, par exemple, il y a une étude qui a montré que la maltodextrine favoriserait la croissance de mauvaises bactéries dans l'intestin, Salmonella, endommageant l'intestin des rongeurs et augmentant leur risque de maladies inflammatoires. Vous voyez
Ensuite, des résultats similaires ont été trouvés dans une autre étude, un an après. Et selon cette étude, la maltodextrine a des conséquences néfastes sur la santé intestinale et il existerait un lien entre cette maltodextrine et la maladie de Crohn. Voilà, donc et pourtant, je me permets que la maltodextrine, ça se retrouve, c'est vraiment un composé qui se retrouve quand même régulièrement dans les compléments alimentaires. Donc, d'où vraiment l'importance de favoriser l'alimentation vraie avant de se supplémenter. Oui, parce que la maltodextrine est issue du cracking alimentaire, hein, un peu comme le pétrole. Ça vient du maïs qui a été totalement déconstruit. L'amidon, la fécule de maïs, a été hydrolysée par des enzymes qui simulent la digestion telle qu'on pourrait la faire naturellement dans notre organisme. Et en déconstruisant l'amidon de maïs, on obtient des maltodextrines, hein, qui sont des molécules avec plusieurs molécules de glucose. Et puis enfin, une autre étude sur des rongeurs a montré qu'après 45 jours, la maltodextrine n'entraîne pas d'inflammation intestinale visible, mais qu'une exposition plus longue induit une inflammation de bas grade et des altérations de la couche de mucus protégeant l'intérieur de la paroi intestinale. Donc ça, c'est pour la maltodextrine, qui est un marqueur d'ultratransformation qui pourrait expliquer les résultats présentés précédemment. La carboxyméthylcellulose, les gens ont dû en entendre parler. Le CMC, qui est l'additif A466, qui provient de la cellulose du bois, qui est un texturant, un gélifiant, un stabilisant, qui peut être même aussi un agent d'enrobage. Donc là aussi, je voulais faire part à nos auditeurs de quelques études. Donc une étude publiée en 2021 dans Gastroentérologie, qui est aussi un très grand journal, a montré que la CMC, la carboxyméthylcellulose, modifie le microbiote chez les personnes en bonne santé et favoriserait ainsi les maladies inflammatoires. Et des études précédentes menées sur des souris ont montré que la CMC et certains autres émulsifiants modifiaient les bactéries intestinales, aggravant plusieurs affections inflammatoires chroniques, notamment la colite, le syndrome métabolique et le cancer du côlon. Et je terminerai la partie un peu scientifique, mais c'est pour dire aux gens qu'il y a quand même des études publiées récemment qui sont importantes à prendre en compte. Donc, pour les émulsifiants, vous savez que c'est souvent des additifs alimentaires qui sont présents dans de nombreux aliments et des plats transformés, voire ultra transformés. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'ils peuvent avoir un impact délétère sur certaines bactéries du microbiote intestinal, conduisant aussi à une inflammation chronique. Une étude publiée dans Cell Reports. Et enfin, et j'en ai fini, des analyses supplémentaires ont révélé que lorsque ces bactéries étaient en contact avec les émulsifiants, les bactéries du microbiote, elles surexprimaient des groupes de gènes qui augmentaient leur virulence et leur propension à induire l'inflammation. Donc, on commence à accumuler ce qu'on appelle l'évidence scientifique, qui pourrait relier ces marqueurs d'ultratransformation à un lien avec une inflammation systémique low grade ou bas bruit. Voilà. Et d'où la question qui s'impose, selon moi, puisque voilà, c'est publié, pourquoi les médecins, d'une manière générale, informent pas plus que ça, enfin, ne donnent pas de conseils alimentaires, vous voyez l'idée, plutôt que de proposer un médicament, alors que parfois, des conseils alimentaires pourraient être tout aussi judicieux. Oui, mais l'alimentation est un peu le parent pauvre de la médecine parce que d'abord, les médecins, ils n'ont pas le temps. Ils ne restent pas très longtemps avec leurs patients. Donc, j'ai discuté avec des médecins et je leur ai posé la même question que vous aviez posée. Il y a deux choses. D'abord, l'enseignement en alimentation est très faible pendant le cursus de médecine. Hein. C'est vraiment le parent pauvre. C'est un enseignement très court, basé notamment sur l'approche réductionniste nutricentrée, hein, sur les nutriments. Et ensuite, ils n'ont pas le temps. C'est vrai que dans l'idéal, quand on va voir un médecin généraliste notamment, ou même un spécialiste, une des premières questions devrait être « que mangez-vous » Parce que l'alimentation est un peu le parent pauvre, parce que l'alimentation, quand même, c'est ce qu'on met tous les jours dans notre corps, 3 à 4 fois par jour. Donc, c'est évidemment d'une importance capitale. C'est évident que ce qu'on met dans son corps tous les jours est d'une importance capitale. Donc, je pense que c'est une des raisons, c'est l'absence de formation, d'une formation suffisamment significative et puis le manque de temps. Et puis aussi, peut-être aussi une autre raison, c'est qu'en France, on fait beaucoup de curatifs et très peu de préventifs. Donc, on a une approche où on mise tout sur guérir quand c'est les effets néfastes, mais quand c'est trop tard, hein, quand c'est déjà arrivé. Voilà, alors qu'on devrait tout miser sur le préventif pour éviter que ça n'arrive. Malheureusement,
en France, on n'est pas les champions du préventif, hein, donc c'est bien dommage, parce que ça diminuerait les coûts cachés de l'alimentation, qui sont des coûts considérables pour la sécurité sociale, en frais médicaux, en frais d'hospitalisation. Et si vous voulez, moi, ce que j'aimerais, c'est que plutôt que de se poser comme question, il faut créer de nouveaux lits d'hôpitaux, si on avait une vraie prévention, la question qu'on devrait se poser, c'est on a trop de lits, qu'est-ce qu'on va en faire? D'accord, Voilà, ouais. On voilà, n'en c'est est pas ça là. qu'il faut. Bah ouais, c'est bien dommage parce que en fait, l'alimentation est fondamentale, on le sait, du périnatal, c'est-à-dire pendant la grossesse, jusqu'à la fin de la croissance, c'est-à-dire un jeune adulte, bon, en général autour de 25 ans, ça peut varier selon les individus, mais c'est là que se crée l'optimum de santé. Donc, si on a une alimentation de très grande qualité du périnatal jusqu'à cet optimum, l'optimum est très élevé. Et si l'optimum est très élevé, il est naturel que cet optimum diminue avec l'âge et en vieillissant. C'est une décroissance qui est normale. Et si l'optimum est très élevé, la décroissance coïncidera avec la maladie très tard, d'où une espérance de vie en bonne santé élevée. Mais si l'optimum n'est pas très élevé, la décroissance a lieu, mais comme l'optimum est plus bas, la décroissance va coïncider avec la maladie beaucoup plus tôt. Et en fait, c'est pour ça qu'en France, on a une espérance de vie en bonne santé qui n'est pas, bon, elle est plus élevée que dans d'autres pays, mais qui reste quand même assez faible par rapport à d'autres pays. On est à 64 ans environ. Ce sont les derniers chiffres d'Eurostat de 2019. Et c'est intéressant de le savoir, la Suède est à 73 ans. C'est-à-dire que l'espérance de vie en bonne santé est 9 années de plus en Suède. Donc, voilà pourquoi c'est intéressant, parce que ça montre que des pays y arrivent. Donc, si des pays y arrivent, la France peut y arriver. Et l'alimentation est probablement un des leviers les plus puissants pour gagner des années de vie en bonne santé. Après, il y a évidemment l'activité physique, il y a la pollution environnementale, mais c'est quand même sur l'alimentation qu'on peut agir le plus vite. Et je terminerai sur cette question. Il y a une étude récente qui a fait du bruit dans la presse, qui est parue il y a à peu près un mois. Ils ont montré qu'une alimentation de qualité à partir de 20 ans, dès le plus jeune âge, permettait de gagner, alors c'est des calculs théoriques qui sont faits, qui sont des modélisations, mais qui permettraient théoriquement de gagner au minimum 10 ans d'espérance de vie. Oui, quand même. Donc, cette alimentation qui est décrite dans cet article se rapproche grandement de ce que nous, on a conceptualisé dans la règle des 3V, c'est-à-dire vrai, végétal, varié. Donc, l'enjeu est énorme parce qu'il sera non seulement pour la socio-économie, donc des économies gigantesques, des seniors en bonne santé, plein d'énergie vitale, et puis ça va régénérer, ça devrait régénérer à long terme nos systèmes alimentaires. Donc, l'enjeu est gigantesque pour les années à venir. Certain. Et juste si vous pouvez nous toucher un petit mot sur justement l'outil SIGA, pour si vous souhaitez, ça pourrait être toujours intéressant. Je pense que c'est important parce que SIGA est dédié au manger vrai. D'ailleurs, SIGA a publié avec Pamela Ebner, donc sa diététicienne, enfin son experte nutrition, fin janvier, la Bible du manger vrai, qui est basée donc en partie sur ma règle des 3V, mais qui est une approche très pratico-pratique, avec des recettes, des exemples de régime sur une semaine en déclinant les 3 règles vrai, végétal, varié. Donc, c'est vraiment accessible au plus grand nombre avec beaucoup d'illustrations. Ça fait plus de 300 pages. Donc, franchement, j'encourage les gens à l'acheter parce que c'est vraiment la Bible du manger vrai. Donc, SIGA est basé en partie sur mes travaux et sur les travaux des Brésiliens et sur sa propre expertise. C'est une start-up qui a été créée en 2017 que j'accompagne depuis les débuts et qui, en mai 2020, a lancé son application smartphone pour détecter le degré de transformation des aliments et identifier les aliments ultra-transformés. Donc, avec un code barre. Après, donc vous pouvez la télécharger gratuitement. Aucune information ne vous est demandée, évidemment. Si vous ne trouvez pas votre aliment parce que SIGA est en train d'alimenter la base d'aliments et ça demande du temps, on est à 110 000 aliments dans la base, un peu plus de 110 000 aujourd'hui, mais ça reste encore trop peu. Mais voilà, si vous ne trouvez pas l'aliment dans l'appli SIGA, il y a quand même une petite astuce, c'est qu'au-delà de 5 ingrédients dans la liste, quand vous allez en distribution alimentaire, si vous en avez 6 et plus,
On a calculé sur plusieurs milliers d'aliments qui sont représentatifs de l'offre alimentaire en hyper et supermarché qu'on a plus de 3 chances sur 4 que l'aliment soit ultra transformé. Voilà, donc si vous avez 6 ingrédients et plus, méfiance. Ce n'est pas absolu parce que vous pouvez avoir des mélanges de légumes Bien sûr. qui ont plus de 6 ingrédients, Oui. mais qui ne sont pas ultra transformés, mais vous avez quand même plus de 75% de chance. Et voilà, si vous voyez des noms que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser en cuisine, la probabilité que ce soit des marqueurs d'ultra transformation reste néanmoins très élevée. Voilà. D'accord. Bon, bah, écoutez, je vais mettre les liens de toute façon vers vos ouvrages et vers l'appli SIGA dans les commentaires. Et comme ça permettra aux personnes de Oui, retrouver ça plus facilement. oui, Si parce que ça... effectivement, en 2017, j'ai publié Halte aux aliments ultra transformés, Oui. mangeons vrai. Donc voilà, j'ai voulu vraiment comment dire, lancer le concept du manger vrai, enfin, qui Et existait vous déjà sur donniez cette. des exemples entre transformé, raisonnablement transformé. Voilà, c'était Oui, vraiment très concret. voilà, les pyramides technologiques, qui sont les pyramides, à mon avis, les plus importantes pour la santé, plutôt que les pyramides qu'on connaît classiques. Donc, il faut mieux se référer aux pyramides technologiques qui renvoient au manger vrai et justement à ce fameux effet matrice dont on parlait au début. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai publié donc en novembre 2021 la suite, le tome 2, qui s'appelle « Pourquoi tout compliquer, manger si simple ?» où là, si vous voulez, je reviens sur les 3 V, mais beaucoup plus dans le détail, parce que dans le premier ouvrage, je n'avais pas appelé ça les 3 V à l'époque. La pensée restait encore embryonnaire. On avait identifié les 3 dimensions, mais en 4 ans de recherche, on a été beaucoup plus loin. Et donc, je voulais présenter les résultats de nos derniers travaux. Et puis, c'est surtout l'idée de montrer aux gens que comprendre pourquoi on est arrivé à un tel niveau de confusion sur le manger vrai. Et qu'en fait, quand on revient justement à cette fameuse approche holistique, à la fois de l'aliment pour l'effet matrice et de l'alimentation pour la règle des 3 V, les choses deviennent d'une simplicité enfantine. C'est vraiment tout devient très limpide. Et c'est des outils, on a voulu développer une boîte à outils que les gens peuvent s'approprier au quotidien de 6 ans jusqu'à 79 ans et qui est facile d'accès en fait. C'est facile à retenir, 3V, végétal varié. Voilà. C'est ça vraiment le Il y a contenu. tellement d'injonctions alimentaires que je pense que justement, c'est vraiment des outils simples qui vont vraiment faciliter Oui. l'alimentation des gens, si on peut dire. Oui, oui, il faut donner des outils simples. On a voulu tout compacter. En fait, c'est un peu comme les poupées russes, si vous voulez. Il y a la grande poupée qui inclut les autres. Nous, on ne s'est pas focalisé sur les petites poupées qui étaient incluses dedans, mais on a voulu définir la plus grande des poupées, ce qu'on a appelé donc la règle des 3 V, parce que si vous voulez, dans cette règle, dans ces 2 lettres, le 3 et le V, est tout contenu, tout est contenu, si vous voulez. Donc, les besoins nutritionnels sont contenus, la satiété est contenue, les sucres lents sont contenus, l'équilibre acido-basique est contenu. Enfin, tout ça va dans le même sens, sans aucune contradiction et sans aucune confusion. Donc, c'est un peu comme si on donnait aux gens un interrupteur au lieu de leur donner le mode d'emploi pour construire un réseau électrique dans leur maison. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Entendu. Donc, on leur dit, vous inquiétez pas, on vous donne l'interrupteur et vous avez juste à appuyer dessus pour que la pièce s'éclaire. Donc, les 3 V, c'est un peu pareil. Ne vous occupez pas de toutes les théories derrière, c'est peu importe. 3 V contient l'ensemble. Vous voyez, c'est ça être holistique, c'est d'être compact. D'accord. Bah, écoutez, je pense que c'est une belle proposition et ça va intéresser un grand nombre de personnes qui sont justement en recherche d'outils simples et de simplification alimentaire parce que c'est souvent comment dire, quelque chose qui revient en consultation. Les gens sont un petit peu perdus, ils ont entendu ceci, cela, qu'est-ce qu'il faut faire, comment voilà, s'y retrouver parmi tous les aliments proposés, comment faire les bons choix. Et je pense que voilà, proposer des outils facilement accessibles, ça va vraiment aider un grand nombre de personnes. Écoutez, Tout à fait. Anthony, je vous remercie vraiment pour ce bel Merci. échange. Je pense que ça va Merci. vraiment aider beaucoup de personnes. Et puis, donc, je mettrai bien dans les commentaires les liens vers vos ouvrages, vers SIGA, vers votre site et éventuellement vers vos réseaux sociaux parce que vous partagez vraiment pas mal d'articles. Oui. Soit des interviews ou soit des articles qui s'appuient sur vos travaux. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui souhaitent aller plus loin et puis découvrir vos travaux
de manière un petit peu plus approfondie. Oui, oui, voilà, j'ai un blog personnel, anthonyfardet.com, qui est facile d'accès. Vous avez vraiment à boire et à manger, c'est-à-dire des choses un peu Manger plus vrai aussi, hein. ardues. Voilà, vous avez des choses un peu plus compliquées, puis des interviews faciles d'accès qui peuvent varier de 5 minutes à 1 heure selon les envies des gens, et puis beaucoup de choses à télécharger, des références à des études. Enfin, il est vraiment mis à jour très régulièrement. Donc, j'ai voulu le créer justement pour donner des outils simples que les gens puissent s'approprier pour le plus grand nombre. C'était vraiment mon souhait. Bon, bah, écoutez, c'est vraiment parfait. Je vous remercie beaucoup, Anthony. Je vous souhaite Merci, une belle Maude. journée et je vous dis à très bientôt. Merci, Maude. À Merci bientôt. beaucoup, Au revoir. Anthony. Belle journée, au revoir. Au revoir.